Donc, nous allons démarrer le webinaire. Alors, moi, je suis Virginie Sivan. Donc, je fais partie du point de contact national santé et je suis aussi représentante au comité de programme santé. Et donc, nous allons vous présenter ce webinaire avec Sophie Descamps, qui est à côté de moi et qui est coordinatrice du point de contact santé. Alors, juste un petit rappel, la manière dont fonctionnent les webinaires, hein, on va vous faire une présentation, vous voyez la présentation sur votre écran, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez via le chat, et donc nous on vous répondra en ligne. Juste pour vous dire en fait le contexte de ce webinaire, le PCN Santé organise une série de 5 webinaires là, au mois de septembre, donc il y en a déjà quelques-uns qui ont eu lieu. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des informations un peu plus précises sur les derniers appels à projets qui sont publiés dans le cadre du programme Horizon 2020. Donc à chaque fois, on fait des focus sur quelques appels à projets. Alors tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver en ligne, donc ils seront publiés. Donc vous pourrez également donc revoir ceux auxquels vous n'avez pas pu assister. Donc ils seront publiés sur le site du PCN Santé. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire un focus sur une des priorités du programme santé, qui est la transformation digitale dans la santé et le soin. Donc on va vous présenter 6 appels à projets, dont 3 RIA et 3 appels à projets de recherche et d'innovation et 3 actions de coordination et de support. Alors, on va démarrer d'abord par quelques rappels sur les règles de participation, et puis ensuite on vous présentera les appels à projets. Alors, pour les règles de participation, alors d'abord, pour reprendre les choses un peu à la base, pour monter un projet européen, il faut que vous ayez un consortium au minimum 3 entités légales de 3 États membres ou de 3 États associés. Alors vous avez sur la droite en fait les États membres qui sont en vert et les États associés qui sont en mauve. Alors dans le programme Horizon 2020, toutes les entités légales peuvent participer, donc au niveau international. Par contre, ne sont financées que les entités légales qui sont établies dans des États membres ou dans des États associés. Alors il y a une exception dans le programme santé, ce sont les USA, parce que donc tous les partenaires américains peuvent participer et sont financés dans les projets européens. Donc en fait, il y a une règle de réciprocité qui a été mise en place avec les US, et donc d'un autre côté, en fait, les Français peuvent participer et être financés dans les programmes NIH. Alors ensuite, il y a le cas de la Grande-Bretagne, mais on y reviendra juste après. Juste pour revenir sur la participation internationale, la coopération internationale, donc la Commission européenne encourage la coopération internationale dans ce programme Horizon 2020. Donc, en fait, comme je vous le disais, hein, tous les pays peuvent participer, mais les pays peuvent avoir une contribution financière uniquement s'ils sont, États membres ou États associés. Et il y a également un certain nombre de pays tiers qui sont listés sur le site de la Commission, qui peuvent également bénéficier de financement de la Commission européenne. Après, il y a, pour certains pays tiers, il y a des mécanismes de cofinancement qui sont mis en place, donc avec certains pays. Donc là, vous avez la liste comme l'Australie, le Brésil, le Canada, etc. Et puis après, dans le programme de travail, il y a certaines lignes d'appel à projets qui ciblent des pays spécifiques. Donc là, il y a des raisons stratégiques, et dans ces cas-là, en fait, il y a des processus de financement de ces partenaires qui sont
qui sont bien décrits dans les appels à projets. Alors, quelques mots sur le Brexit. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas plus d'infos, évidemment, hein, sur le Brexit. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que si un accord de retrait est conclu au 31 octobre 2019, dans ce cas-là, la participation des Anglais sera la même, enfin le UK restera, en tout cas, comme un pays un pays membre en fait, de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, les règles ne changent pas pour leur participation dans le programme Horizon 2020. Ils sont pleinement éligibles, ils peuvent bénéficier des financements et tous les projets sont financés jusqu'à leur terme. En revanche, s'il n'y a pas de deal, là, il y a un problème d'éligibilité qui peut se poser parce que dans ce cas-là, le Royaume-Uni serait considéré comme un pays tiers et donc, notamment, il ne pourrait plus être considéré dans le consortium minimum qui est nécessaire en fait pour construire un appel à projet. Il ne pourrait plus être dans les trois partenaires minimum du consortium pour postuler sur l'appel à projet. Donc en fait, ce qu'on vous conseille pour vos constructions de projets, là sur les appels qui viennent, c'est d'anticiper un éventuel problème et dans ce cas-là, construire un consortium minimum avec 3 entités légales de 3 pays membres ou pays associés et si vous avez des partenaires anglais, les ajouter à ce consortium. Mais quand même avoir ce noyau dur de 3 partenaires, de 3 membres associés ou 3 États membres pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'éligibilité en cas de no deal. En cas de no deal, le Royaume-Uni ne serait plus éligible aux actions individuelles. En revanche, en fait, pour le financement des partenaires qui sont dans les projets en cours, le Trésor britannique assurera en fait le financement, en cas de no deal encore, hein, le financement de ses partenaires. Voilà, donc vous pouvez évidemment continuer à intégrer des partenaires anglais, mais en faisant attention à ce consortium minimum. Alors, pour information, là vous avez le budget le budget d'Horizon 2020, de 2014 à 2020, vous voyez qu'il est en augmentation, et en augmentation sur ces dernières années, 2018, 2019, 2020. On vient d'avoir les résultats 2019, donc on a même un budget qui a été très augmenté en fait en 2019 parce que il y a du financement on a eu 20% de financement supplémentaire sur 2019, donc c'est un financement très important. Donc vraiment, je vous encourage, parce que sur 2020, on a toujours un budget très, très important. Donc je vous encourage vraiment à postuler sur cette dernière année. Il y a encore beaucoup d'opportunités, comme vous allez le voir. Donc c'est vraiment le moment de postuler, soit pour mettre un pied dans l'Europe aujourd'hui, et puis c'est vrai qu'en fin de programme, on a toujours des budgets qui sont augmentés, donc il faut vraiment profiter de ces opportunités. Alors la structure du programme de travail santé, alors le programme est découpé en trois gros appels. Donc un appel qui est sur la santé, le soin, la croissance économique et les systèmes de soins durables. Et puis, donc avec un certain nombre de priorités. Et puis, on a 2 appels sur tous les aspects technologie de l'information et de la communication. Donc il y en a un, donc le call 3, le call 2 qui est sur la transformation digitale dans la santé et le soin, et le call 3 qui est sur les solutions digitales et la cybersécurité dans la santé et le soin.
Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui en fait, on va vous présenter des appels qui se situent dans les trois calls qui sont présentés sur cette slide. Alors, pour reprendre, pour vous donner très rapidement en fait les différents types d'actions qui sont financées dans le programme Horizon 2020. Donc là, on va juste balayer les actions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez soit des RIA, donc des Research and Innovation Action, donc c'est des actions de recherche, actions de recherche et d'innovation qui sont financées à 100%. Et puis, dans les 6 appels qu'on va vous présenter, il y a aussi des actions de coordination et de support. Donc ça, ce sont des projets qui ne vont pas financer de la recherche, mais qui vont financer soit de la coordination, soit de la mise en réseau, soit sont des actions complémentaires qui vont accompagner des initiatives de la Commission européenne. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de la recherche. Celle-là, je vais la passer parce qu'on ne va pas du tout en parler ici. Alors, la structure du programme de travail 2018-2020. Donc, en fait, vous voyez les dates limites de soumission des appels à projets. Donc, en fonction des appels à projets, donc vous avez soit des appels en 2 étapes, soit des appels en 1 étape. Aujourd'hui, là, on va vous présenter uniquement des appels à projets en 1 étape, dont la deadline sera soit le 7 avril 2020, soit le 13 novembre 2019, soit le 22 avril 2020. Donc vous voyez, il y a des deadlines à la fois en 2019 et en 2020, mais dans tous les cas, les appels à projets que nous vous présente aujourd'hui sont en 1 étape. Alors vous voyez que dans ce programme, on a pratiquement autant d'actions de recherche et d'innovation que d'actions de coordination et de support. Donc, effectivement, une part très importante des CSA dans ce programme. Alors, ces CSA, en général, elles sont proposées par la Commission européenne, souvent pour structurer des communautés, pour coordonner une communauté, par exemple, coordonner des actions qui ensuite vont donner lieu à la publication d'appels à projets dans le programme de travail suivant. Donc, c'est vraiment important. Donc, évidemment, vous participez aux projets de recherche et d'innovation, mais c'est également très important de se positionner sur les actions de support et de coordination parce que justement ce sont des actions qui vont préfigurer pour certaines les prochains appels à projets. Donc ça permet de positionner la France en fait en première ligne pour répondre aux prochains appels à projets. Et puis quand vous faites partie de ces projets de CSA, vous intégrez aussi des réseaux qui évidemment sont utilisés par les partenaires quand il s'agit de monter des projets de recherche et d'innovation. Voilà, donc on a fini pour l'introduction sur les règles de participation. Donc je pense que vous avez posé quelques questions, mais je pense que Sophie a dû répondre pendant la présentation. Je vais passer la parole maintenant à Sophie pour les appels à projets. Bonjour, donc tous les appels qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrivent dans la priorité donc 6, qui est donc la transformation numérique en santé. Donc l'objectif de cette priorité, c'est vraiment d'apporter un soutien à la gestion de la santé, tout en faisant participer donc les citoyens et en facilitant la transformation donc des systèmes de santé vers des modèles numériques et centrés sur la personne. Donc ce sont vraiment les deux points importants à retenir. Évidemment, il y aura un accent mis sur la e-santé et la m-santé également, tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies pour un vieillissement actif en bonne santé. L'idée globale derrière, c'est de maximiser le potentiel de l'économie numérique, donc dans ce domaine du soin et de la santé.
Donc le contexte politique derrière cette priorité, il est assez riche. La politique la plus importante et qu'il faut connaître, c'est donc le Digital Single Market, donc adapter le marché unique européen à l'ère numérique. Et pour les appels, certains appels dont je vais vous parler, il y a également l'initiative European Cloud, dont je vais parler rapidement également. Donc le Digital Single Market, donc c'est une stratégie donc publiée en 2015. Donc comme je vous le disais, pour faire un marché unique numérique à l'échelle européenne. Et donc il y a eu plusieurs consultations et communications qui ont abouti en fait à une communication sur la transformation numérique, en particulier dans le domaine de la santé. Donc je vous ai mis le lien dans les slides, on vous les communiquera à la fin. Et donc, il se dégage trois grandes priorités en santé. Donc, la première, c'est avoir un accès sécurisé pour les citoyens à leurs données de santé et permettre l'échange de ces données au sein des différents États membres en toute sécurité. La deuxième priorité, donc, c'est centraliser en fait toutes les données qui sont générées en très grande quantité dans dans différents organismes, donc les centraliser et partager les ressources pour faire avancer la recherche. Et donc dans cette grande priorité, cette deuxième priorité, pardon, il va y avoir plusieurs appels que je vais vous décrire tout à l'heure. Et la troisième priorité, ça va être l'utilisation des outils numériques, donc comme je vous disais, santé connectée, les applications, etc., pour une autonomisation des citoyens et avoir un système de soins centré sur la personne. Donc l'idée, c'est rendre les citoyens et les patients acteurs de leur santé et leur permettre de mieux interagir avec leur docteur. Donc tout ça est résumé dans une superbe infographie publiée par la commission. Donc je vous l'ai mis là, vous pouvez la retrouver sur internet aussi. Ça reprend les trois grandes priorités avec des chiffres clés que je ne vais pas détailler ici. Donc le premier appel, qui clairement s'inscrit donc dans la deuxième priorité sur la centralisation des données pour faire avancer la recherche clinique. Donc c'est l'utilisation des données en vie réelle pour une meilleure gestion des maladies complexes chroniques. Donc le constat, c'est que évidemment, il y a de plus en plus de patients avec des maladies complexes chroniques. Et ces patients ont aussi des multi ou des comorbidités assez importantes. Et donc, la gestion de ces patients fait appel à donc différentes spécialités en médecine, etc. Et donc, il faut une multidisciplinarité. Et d'autre part, pour l'instant, un peu la base pour la gestion des patients, c'est les données qui proviennent donc des essais cliniques randomisés, donc qui fournissent des informations importantes, mais qui sont limitées puisque elles sont basées sur des critères d'inclusion très précis qui ne se retrouvent pas forcément dans la vie réelle. Donc l'idée, c'est d'intégrer toutes les données en vie réelle, oui, dans la gestion des patients et pas seulement se référer aux données cliniques. Donc la définition des real world data ou données en vie réelle, c'est vraiment toutes les datas qui ne proviennent pas d'essais cliniques randomisés. Donc c'est en fait assez large. Ça peut être des datas issues de cohortes, de biobanques, du dossier patient, même d'objets connectés si la qualité des données est suffisante pour être utilisée, etc. Donc, tout ce qui n'est pas issu des essais cliniques est défini comme données en vie réelle. Et donc là, l'idée, c'est vraiment utiliser ces datas, qu'elles soient donc nouvellement acquises au sein du projet ou que vous utilisez des sources déjà existantes, pour améliorer donc la gestion clinique d'adultes avec les maladies complexes chroniques. En ce qui concerne la définition de Complex Chronic Conditions, j'ai posé la question à la commission qui m'a répondu sans complexe qu'il n'avait pas de définition précise.
notamment par rapport au terme complexe. En fait, ça réfère à des maladies chroniques. Et complexe, en fait, l'idée, c'est d'avoir des maladies chroniques qui font appel à différents champs de la médecine avec des problématiques de comorbidité, comme c'est précisé dans le Specific Challenge, mais il n'y a pas plus de définition que ça, en tout cas pas officiellement. Donc, dans cet appel, donc, utiliser ces datas et surtout utiliser donc, tout ce qui est nouvelles technologies et data analytics, intelligence artificielle, etc. pour justement interpréter et utiliser ces données de manière efficiente pour parvenir à une prise en charge plus efficace et surtout moins coûteuse. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un changement dans la progression de la maladie ou dans la réponse à la thérapie dans votre proposition. Et évidemment, tous les aspects de qualité de vie, sécurité du patient, également aspects psychosociaux, sont importants à prendre en compte. Également, il y a toute une partie qui est demandée sur l'évaluation en fait, du potentiel et de l'utilisation de ces datas pour les autorités, donc pour être intégrées dans les systèmes de santé de manière automatique. Il sera également important d'inclure ce type de partenaire dans votre projet. Et évidemment, quand on parle de data, il y aura toute une partie sur la protection des données, la sécurité et tout ce qui concerne les problématiques éthiques qui seront à considérer. Donc il est précisé que les maladies infectieuses et les maladies rares sont exclues du scope, donc en tant que complex condition, puisqu'il y a d'autres appels qui ciblent plutôt ces maladies. Oui, donc pardon. Les impacts attendus, donc en fait ça reprend les éléments du scope, c'est assez clair. Donc l'idée c'est de démontrer que l'utilisation de ces données peut vraiment faire avancer la recherche clinique sur ces maladies chroniques et démontrer donc le potentiel d'utilisation de ces datas par les autorités de santé. Améliorer évidemment la qualité de vie des patients, ça c'est très important. Donc cet appel est assez clair. Donc comme je disais, il n'y a pas de définition précise de maladie complexe chronique. Et d'autre part, une grande diversité de partenaires est nécessaire dans ce consortium, comme je le disais. Donc évidemment, la part des cliniciens sera importante, mais il y a aussi tout l'aspect intelligence artificielle et analyse des datas. Également, l'implication des associations de patients est importante pour s'assurer que la prise en charge que vous proposez convient aux besoins notamment. Et donc du coup aussi l'implication de sciences humaines et sociales pour par exemple les problématiques d'acceptabilité. Et évidemment les experts en éthique et en sécurité des données. Donc il y a déjà des initiatives qui ont été financées en ce qui concerne donc, ces Real World Data, et notamment dans le programme INI, il y a eu plusieurs appels qui étaient regroupés sous l'initiative Big Data for Better Outcomes. Et donc là, je vous ai mis 3 projets qui en fait ont développé en fait des outils numériques et des méthodes qui permettent d'assembler, d'harmoniser et d'analyser des sources un peu hétérogènes de data pour améliorer la santé de patients. Donc ces projets, ils étaient ciblés sur 3 maladies. En l'occurrence, c'était la maladie d'Alzheimer, les cancers du sang et les maladies cardiaques. Et donc du coup, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui a été fait, notamment en termes techniques en fait, de technologie. Donc je vais peut-être prendre les questions qui ont été posées sur cet appel. Donc certaines maladies infectieuses peuvent devenir des chronic conditions. Ok. Mais il est bien précisé que les maladies infectieuses en tant que telles ne sont pas inclus dans le scope. Voilà, je ne sais que dire.
on ne peut pas aller contre la Commission. Et est-ce que cet appel est ouvert aux pays du Sud? Alors ça dépend ce que vous entendez pays du Sud, parce qu'il y a certains pays qui font partie, donc comme l'a expliqué Virginie, des pays tiers, et il y a une liste de 120 environ pays qui sont automatiquement éligibles au financement par la Commission. Après, cet appel, il n'est pas spécialement ciblé sur les pays du Sud, mais je ne pense pas qu'il soit interdit de les inclure. On peut peut-être en reparler en fonction du cas particulier. Je vais maintenant passer donc au deuxième appel. Donc là, il s'agit d'une CSA, donc une action de coordination. Donc il n'y aura qu'un seul projet financé avec 3 millions d'euros. Et donc la deadline, c'est le 7 avril 2020 et toujours dépôt en une étape. Donc là, l'idée, c'est de développer donc un cloud de recherche en santé et en innovation. Le constat, c'est que, évidemment, toutes les avancées technologiques ont permis une croissance dans la production de data en santé assez exceptionnelle en Europe, mais pour l'instant, ces data sont très hétérogènes, ne sont pas forcément interopérables, etc. Et donc, pour pouvoir les utiliser, les rendre efficaces et surtout extraire tout le potentiel de ces données, il faut harmoniser tout ça, et ça rejoint donc la priorité de la politique de la Commission que je vous ai présentée un peu plus tôt. Et donc là, l'idée de cette CSA, c'est de rassembler des initiatives de recherche en Europe qui produisent beaucoup de data pour designer et mettre en œuvre donc une feuille de route et un agenda stratégique pour établir un portail de données uniques. Et ces données qui doivent être faires, donc findable, accessible, interoperable and reusable, que je n'ai pas traduit. Et donc l'idée, c'est de définir et promouvoir aussi des procédures à travers les projets de recherche qui vont permettre de rendre les données d'un projet faire, donc caractéristique dont je viens de parler, et de développer une méthode standard pour communiquer ces données. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment une action de coordination pour harmoniser les pratiques et qui devront par la suite être utilisées, j'imagine, par tous les projets au moins financés par l'Europe. Et donc ce portail unique devra servir un peu de catalogue pour rassembler toutes les bases de données, les registres ou les infrastructures de recherche notamment, qui sont financées par de l'argent public. Et donc il est demandé de développer donc 2 cas d'usage au sein du projet qui répondent à toutes les caractéristiques citées au-dessus. Et enfin, il est également demandé, donc c'est un appel à projet assez riche en termes d'attente, de produire des guidelines pour les chercheurs afin qu'ils appliquent de manière correcte en fait la réglementation, alors GDPR en français, je ne me rappelle plus, GDPR, puisque ça peut être assez particulier pour le domaine de la santé notamment. Donc produire ce type de guidelines. Et enfin, il faudra également que ce cloud contribue donc à l'initiative European Open Science Cloud. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc les impacts attendus, pour le coup, là c'est vraiment, ils ont repris le scope exactement. Donc développer ce portail qui sera un catalogue avec toutes les datas de bonne qualité qui sont faires, etc. Donc mettre en place des cas d'usage avec des exemples très précis et faire ces guidelines sur l'application de la réglementation GDPR, évidemment. Contribuer donc à cette initiative EOSC. Donc qu'est-ce que EOSC? Donc c'est le European Open Science Cloud, donc qui a été lancé en 2015 ou 2016 il me semble. Donc c'est un peu complexe au premier abord, mais l'idée en fait c'est de rassembler dans un environnement virtuel
toutes sortes de data, quelle que soit la thématique, donc sciences, technologies, sciences humaines et sociales, etc. Donc un portail qui va permettre de gérer, d'analyser, de réutiliser toutes les données de recherche à travers différentes disciplines et à travers tous les États membres. Donc je vous ai mis un certain nombre de liens. Et donc le dernier document qui a été sorti, c'est le plan stratégique de mise en œuvre, donc qui est consultable par tous et donc qui vous donnera un peu plus d'informations sur cette initiative. Et également, il y a un contact donc, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est le délégué pour la France dans la gouvernance de cette initiative. Donc il faut vraiment, si vous êtes intéressé par cet appel, se renseigner sur cette initiative parce qu'il faudra y contribuer de manière active. Et donc il y a déjà des projets qui ont été financés en ce sens et qui sont cités également dans l'appel, donc je les ai remis ici, donc c'est important d'en prendre connaissance. Ça a été financé notamment dans le cadre du programme infrastructure. Donc l'idée c'était de justement connecter l'initiative donc EOSC avec les infrastructures de recherche d'un même domaine. Donc les projets qui ont été financés doivent cibler la gestion des datas de ces infrastructures, donc toujours de manière faire, conformément aux objectifs de sciences ouvertes, et d'être accessible donc sur un portail unique. Donc dans le domaine de la santé, c'est le projet EOSC Life qui a été financé. Et donc voilà, si vous répondez à cet appel, il est vraiment nécessaire de se mettre en lien avec ce projet, puisqu'ils ont déjà fait un certain nombre de travaux et d'avancées pour la partie infrastructure. Donc s'il n'y a pas de questions particulières sur cet appel, je passe au suivant. Donc le HCC 09 2020, donc là on est toujours sur une CSA. Celle-ci elle a 2 millions d'euros au total, donc toujours un seul projet financé. Et la deadline c'est le 22 avril 2020 en une étape. Donc là l'idée c'est que c'est sur les techniques de e-santé. Donc le constat, c'est que ça peut vraiment contribuer à des services de santé et de soins plus accessibles et plus efficaces, mais que ces technologies peuvent être appliquées avec succès seulement si elles sont évidemment supportées à un niveau national par les gouvernements avec une stratégie, très précise. Donc là, l'idée, donc, comme le dit le titre, c'est de soutenir donc, le déploiement de technologies de type e-santé dans les pays à faible et moyen revenu en Afrique. Donc là, cet appel, il est vraiment ciblé sur l'Afrique. Donc évidemment, il faudra de manière obligatoire inclure des partenaires de ce continent. Donc l'objectif de cet appel, c'est construire un registre qui va permettre de recenser en fait les solutions de e-santé qui sont existantes et qui sont pertinentes dans cette cible donc, de pays en Afrique à faible ou moyen revenu. Et ce registre devra être accompagné d'un plan stratégique pour sa mise en œuvre, la mise en œuvre de ces solutions. Donc évidemment, l'enjeu c'est de prendre en compte les pratiques déjà existantes et les politiques nationales et ou régionales en matière de services de santé dans les pays ciblés, et également prendre en compte les infrastructures existantes ou non existantes selon le cas. Il faudra également contribuer au développement d'une législation qui pourra accompagner cette mise en place et en particulier encadrer tout ce qui est les aspects éthiques et protection des données de santé évidemment. Et ils incitent également sur l'implication de différentes parties prenantes, mais surtout les utilisateurs finaux, évidemment, notamment à travers des procédés comme des ateliers qui soient nationaux, régionaux ou internationaux dans lesquels ils pourront participer ou déployer en fait mettre en place des actions de communication et dissémination
précises à travers les pays ciblés. Donc, les impacts, évidemment, c'est déjà de renforcer la coopération internationale entre l'Europe et ces pays d'Afrique dans le domaine de la e-santé. Et ça doit permettre également d'améliorer les opportunités pour les innovations en e-santé, que ce soit pour les patients, pour les personnels, pour les professionnels de santé. Évidemment, avoir une meilleure accessibilité à ces services. Donc, il est important de proposer des solutions qui soient vraiment spécifiques au pays ou à la région étudiée, que vous aurez défini dans votre projet, et vraiment adapter le projet en réponse aux besoins spécifiques de ces pays. Et donc, bien définir ça et pas juste toute l'Afrique. Donc, vraiment des besoins très spécifiques basés sur des besoins voilà, étudiés et évalués dans le pays que vous avez choisi. Et surtout, le bénéfice de cette coopération doit être pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Ça ne doit pas être un projet à sens unique. Donc, comme je l'ai dit, vraiment se baser pour construire la feuille de route sur le besoin des utilisateurs finaux. Et évidemment, il faudra intégrer des experts en ce qui concerne les aspects éthiques et légaux. Et voilà, ce qui est vraiment attendu, c'est une véritable collaboration entre l'Europe et l'Afrique et pas quelque chose qui est à sens unique. Ça, c'est assez important. Donc en termes de contexte politique, je vous ai mis ici le lien d'une communication qui est citée dans l'appel. Donc c'est une alliance en fait entre l'Europe et l'Afrique pour un investissement durable et le développement de la création d'emplois notamment. Donc c'est un document assez long, mais il y a des parties qui peuvent être intéressantes à connaître en rapport avec cet appel. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais repasser la parole à Virginie pour la suite des topics. Alors, donc là, on va enchaîner avec une action de coordination et de support, dont le budget est de 4 millions d'euros. Donc, en fait, il y aura un projet financé sur cet appel à projet. Donc, le contexte de cette action de coordination et de support, donc c'est que en fait, la médecine personnalisée va utiliser des datas qui sont générées par des nouvelles technologies pour mieux comprendre les maladies et pouvoir délivrer des traitements ciblés. Et donc aujourd'hui, la médecine personnalisée s'applique déjà au cancer et aux maladies rares, mais en fait, pour pouvoir vraiment tirer parti au maximum de ces données, à la fois pour ce type de pathologie et pour d'autres pathologies, il est vraiment nécessaire de travailler au niveau européen. Donc, ça veut dire mettre en place des mécanismes, des solutions pour pouvoir partager, enfin des solutions en tout cas transfrontalières pour pouvoir partager l'expertise et pouvoir associer en fait les données génomiques aux autres données de santé, donc les données cliniques, les dossiers patients, les registres cliniques, etc. Et puis, il est important également de pouvoir identifier des standards communs pour la production, l'analyse et le partage des données. Alors, le scope, l'objectif en fait de cette action, c'est d'identifier à partir de projets qui existent déjà, hein, il ne faut pas partir de rien, mais il faut vraiment se baser sur des projets existants, donc des projets qui existent au niveau régional, au niveau national ou au niveau européen, identifier les meilleures pratiques, les standards, et puis les modèles de gouvernance justement pour établir ces infrastructures digitales transfrontalières pour soutenir la recherche génomique et la médecine personnalisée. Donc c'est vraiment important, enfin voilà, l'objectif de cet appel, c'est d'avoir un effort
coordonner entre ces projets qui existent déjà, et puis différentes parties prenantes comme des instances de standardisation, des industriels, évidemment, des institutions de santé, etc. Alors, cette action doit développer des mécanismes de coordination pour, donc encore une fois, partager l'expertise et pouvoir de manière sécurisée associer en fait les données génomiques aux autres données de santé. Donc encore une fois, l'objectif c'est d'identifier et de faciliter les échanges de bonnes pratiques, de faire un bilan des standards pour la qualité des données, la sécurité, l'interopérabilité, la confidentialité, etc. En fait, toute cette problématique de tout ce qui tourne autour des données de santé. Et donc, dans cet appel, il faudra vraiment identifier les éléments essentiels pour une infrastructure digitale européenne, donc encore une fois, pour associer données génomiques et autres données de santé. Alors, l'objectif, c'est vraiment que enfin, il y a ce travail, donc il y a un travail d'identification de ces éléments, mais il faut également pouvoir établir un modèle qui sera durable dans le temps. Alors, concernant les impacts, donc il y a un certain nombre d'impacts qui sont listés sur cette slide. Et il faudra vraiment que le projet, donc à la fois mette en place des indicateurs pour mesurer les progrès du projet et pour répondre à ces différents impacts. Donc la mise en place de standards et de mécanismes en fait transfrontaliers pour échanger les données. Et puis l'objectif étant bien sûr de faire en sorte que l'Europe soit leader dans le domaine de la médecine personnalisée. Alors, quelques informations supplémentaires en fait sur cet appel. Ce qui est vraiment important, c'est toujours, enfin voilà, la mise en commun des données, c'est toujours, l'objectif est toujours de faire en sorte que le patient en tire un bénéfice important et permettre des décisions éclairées de la part des cliniciens. Donc là, on est vraiment sur un focus sur l'échange des données entre pays. Encore une fois, identifier les meilleures pratiques et les initiatives pour éviter les duplications au niveau européen. Et ce qui est important également, c'est de faire en sorte de se baser sur des activités qui existent déjà, mais sur un grand nombre d'activités. L'idée, c'est de ne pas avoir des échanges bilatéraux de données, mais avoir des échanges de données de manière beaucoup plus large au niveau européen. Donc là, je vous ai mis quelques initiatives qui sont importantes en fait pour cette action de coordination et qui sont, alors, vous voyez, la deadline, c'est le 13 novembre, hein, donc 13 novembre, c'est vraiment demain. Donc, il y a, à ma connaissance, il y a déjà un projet en fait qui est en cours de montage sur enfin, au moins un projet qui est en cours de montage sur cette initiative-là, sur cet appel-là. Donc les initiatives qui sont importantes, c'est en France, c'est le plan France Médecine Génomique, hein, évidemment. Il y a aussi l'infrastructure Elixir, qui est une infrastructure européenne en bioinformatique, qui justement traite principalement des bases de données. Et puis il y a aussi au niveau européen l'initiative One Million Genome, qui est une initiative européenne
qui rassemble un certain nombre de pays qui discutent justement de l'échange de données entre pays. Alors, je regarde juste la question avant de passer à l'appel suivant. Concernant la CSA, est-ce que le déploiement dans certaines organisations est envisageable? Je ne comprends pas très bien la question. Si vous pouvez préciser, je pourrais vous répondre. Bon, on va passer à l'autre appel à projet. Donc là, il s'agit d'un appel à projet de recherche et d'innovation. Donc on a un budget pour cet appel, pour cette ligne, qui est de 35 millions d'euros. Et l'objectif, et donc par la commission souhaite financer des projets à hauteur de 10 millions d'euros. Bon, encore une fois, vous savez, quand la commission donne un budget, vous pouvez proposer un budget moins important ou plus important à partir du moment où c'est justifié dans votre proposition. Donc au final, il y aurait 3 à 4 projets financés sur cette action. Donc là, cet appel à projet, c'est sur l'intelligence artificielle pour la génomique et la médecine personnalisée. Dans ce programme-là, on a 2 appels à projet sur l'intelligence artificielle. Alors, le contexte de l'appel, c'est que donc il existe aujourd'hui des initiatives qui rassemblent des données génomiques et des données de santé pour aller vers la médecine personnalisée, mais aujourd'hui, le challenge, c'est de montrer comment l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans l'identification de nouvelles connaissances et dans l'aide à la décision pour les cliniciens. Donc l'objectif de l'appel, c'est de développer et de tester des solutions d'intelligence artificielle pour lier des entrepôts de données génomiques en Europe. Donc ça inclut des banques omiques, les données de santé, les biobanques, les autres, et de les lier avec les autres registres de santé dans le but de soutenir la recherche clinique et l'aide à la décision. Donc il y a un focus. Donc cet appel doit être à plusieurs focus différents. L'objectif, c'est vraiment de réduire le poids des maladies pour lesquelles un traitement existe déjà, en utilisant ces traitements de manière plus ciblée, d'identifier des preuves de la capacité prédictive des solutions d'intelligence artificielle, et puis d'améliorer la capacité de diagnostic pour les maladies rares, ou les maladies à faible prévalence et les maladies complexes. Alors, ce qui est important, c'est que donc je vous ai présenté la CSA juste avant, et donc c'est important la réponse, le consortium qui répondra à cet appel devra collaborer avec le projet qui sera financé dans la CSA précédente, dans la CSA 06. Donc, ce qui est important aussi à prendre en considération par rapport aux données de santé, évidemment, c'est l'aspect confidentialité, cybersécurité, les règles éthiques et les règles légales qui sont associées aux données de santé. Alors, on a un très grand nombre d'impacts qui sont listés en fait pour cet appel à projet. Donc effectivement, le projet devra répondre à ces différents impacts. J'en ai mis en gras quelques-uns. Donc un des impacts importants, c'est de montrer vraiment l'efficacité des technologies de l'intelligence artificielle pour la génomique et la médecine personnalisée, contribuer aux standards pour la génération de données et le partage des données. Et puis un point qui est très important, c'est la confiance
augmenter la confiance des utilisateurs, à la fois les professionnels de santé, mais aussi les patients, justement par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors sur cette slide, vous avez un certain nombre d'expertises en fait qui sont vraiment importants pour faire en sorte d'avoir un consortium solide. Donc ce sont des exemples, hein, bien sûr, ça n'est pas exhaustif, mais c'est important d'avoir donc effectivement des spécialistes de l'intelligence, des technologies de l'intelligence artificielle, mais également des spécialistes des données génomiques. Important aussi d'avoir de s'appuyer sur des networks, des infrastructures en fait dans lesquelles on a ces données génomiques. Important d'impliquer des cliniciens également, des spécialistes de toutes les problématiques de sécurité des données et des spécialistes qui vont pouvoir travailler également sur les standards. Et encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir un lien, donc d'impliquer des usagers en fait dans votre projet, donc à la fois, encore une fois, des professionnels de santé, mais aussi des patients. Alors, je ne vais pas parler. Voilà, alors, encore une fois, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des initiatives nationales et européennes qui existent déjà. On l'a déjà dit, mais la cybersécurité, les règles éthiques, les règles légales sont vraiment importantes à prendre en considération. Il faut aussi prendre en considération le EOSC, hein, dont vous a parlé Sophie tout à l'heure. Donc c'est un point important dans cet appel à projet. C'est important de travailler avec cette initiative. Donc ça c'est bien inscrit dans l'appel à projet. Et puis je voulais également vous rappeler qu'il y a un Info-Day, enfin un Brokerage Event même, qui est organisé en Norvège les 16 et 17 septembre sur l'intelligence artificielle. Donc au cours de ce Brokerage Event, vous aurez tous les appels à projets qui concernent l'intelligence artificielle qui seront présentés. Donc si vous pouvez y participer, c'est très bien. Si vous n'y participez pas, c'est important de vous inscrire. Comme ça, vous pourrez avoir accès aux présentations qui sont faites et avoir accès en fait aux participants qui sont intéressés par la thématique. Voilà, là vous avez sur cette slide-là un certain nombre de projets qui ont déjà été financés sur la thématique, à la fois donc sur la thématique de la génomique et sur la thématique de l'intelligence artificielle, donc que vous pouvez regarder, qui peuvent être intéressants en tout cas pour réfléchir à la mise en place d'une réponse à cet appel à projet. Alors, il y a des questions. Alors, vous confirmez, cible surtout en priorité les maladies rares. Bon, je reviens vers vous après. Je ferai une réponse écrite là-dessus. Alors, le dernier appel à projet, c'est le TDS 05. Donc, c'est toujours un appel à projet sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un appel à projet qui va financer un projet de recherche et d'innovation avec un budget total de 35 millions d'euros sur la ligne,
et 8 à 10 millions d'euros par projet. Donc au final, on aura 3 à 4 projets qui seront financés. Mais cette fois, on n'est plus sur l'intelligence artificielle pour la médecine génomique, mais on est sur l'intelligence artificielle pour les données d'imagerie. Alors, donc aujourd'hui, donc le contexte de cet appel à projet, c'est que voilà, que l'analyse des images est un autre des champs très prometteurs pour l'application de l'intelligence artificielle, qui pourrait contribuer à une meilleure prédiction, à un meilleur diagnostic et à des meilleurs traitements. Mais il faut pour cela avoir accès à un très grand nombre de données et à des données de très bonne qualité. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de mettre en place un entrepôt d'images médicales interopérables qui permettra le développement, le test et la validation de solutions d'intelligence artificielle pour améliorer encore une fois le diagnostic, la prédiction des maladies et le suivi des formes les plus communes de cancer. Alors effectivement, dans cet appel à projet, on a un focus sur le cancer et donc sur les formes les plus communes de cancer. Alors la Commission européenne renvoie à la définition du WHO. Donc là, vous pourrez avoir le lien pour vous décrire en fait qu'est-ce qu'on entend comme formes les plus communes de cancer. On a par exemple le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer colorectal. Enfin, il y a toute une liste que vous pourrez retrouver sur le site du WHO. Alors, ce qui est important à prendre en considération, c'est encore une fois l'interopérabilité des données, l'anonymisation, les notions éthiques et la législation de protection des données dans chacun des pays. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que le consortium doit se construire sur des initiatives qui existent déjà au niveau national et européen. Et doit intégrer des expertises pour mettre en place une infrastructure, donc, et évidemment des expertises pour travailler sur le développement de l'intelligence artificielle à partir de cette infrastructure. Les impacts. Donc il y a un certain nombre d'impacts attendus. Donc je vous en ai mis quelques-uns en gras. Donc un des impacts, c'est de contribuer au développement technique, organisationnel et éthique des standards pour l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Ce qui est également encore très important dans cet appel à projet, c'est d'augmenter la confiance des utilisateurs dans l'intelligence artificielle. Donc là, on retrouve ce qui avait déjà été dit, dans l'appel à projet précédent. Voilà, donc je pense qu'on en a fini. Alors, je voyais qu'il y a une question. Est-ce que le type d'image est précisé? Non. En fait, c'est pas du tout précisé. Ou les coupes de tissu sont-elles aussi éligibles? En fait, c'est pas du tout précisé dans l'appel à projet. Donc l'appel à projet reste très, très large. Voilà, Alors la notion d'IA certifiable, explicable est-elle demandée? Pour la confiance. Alors ça, je vous répondrai peut-être plus en détail, mais il me semble que oui. Mais ça, je vais regarder plus en détail et je vous donnerai une réponse plus détaillée. Alors vous voyez là, sur cette
Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer. Je vous ai juste vous préciser là, en fait, sur la slide suivante, la slide prépare une présentation pour la recherche de partenaires. En fait, on va pas vous faire de présentation sur la recherche de partenaires aujourd'hui, mais il y a un webinaire qui a eu lieu il y a quelques temps, qui va être mis en ligne et qui vous donnera en fait toutes les informations pour rechercher de manière efficace des partenaires. Donc on va vous envoyer de toute façon la présentation que vous avez vue aujourd'hui, elle va vous être transmise par mail. On vous mettra le lien vers ce webinaire. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur les différentes manières de rechercher des partenaires, vous pourrez assister en décalé justement à ce webinaire. Juste pour vous dire qu'il y a 2 autres webinaires qui auront lieu le 19 septembre et on vous enverra avec cette présentation les différents appels à projets qui seront décrits dans ces prochains webinaires. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours voir ou revoir des webinaires qui ont déjà été faits précédemment, puisqu'ils vont être bientôt mis en ligne sur le site du ministère. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je reviendrai vers vous là sur les deux questions de Corentin Chabou et de Jean-Christophe Hérol. Et sinon, donc là, le webinaire est terminé. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite bon courage pour vos dépôts de projets. Merci, au revoir.